va commencer par la question qu'on vous a certainement posée une bonne centaine de fois. Mais qu'est-ce qui vous a amené dans la recherche paranormale ? Ce qui nous a amené dans la recherche du paranormal, d'abord, je crois que c'était surtout que cette case, en fait, c'est une case en marge, en fait, des principes de réflexion de notre société moderne. Et c'est une sorte de sujet tabou. Et je crois qu'en fait, toute l'équipe, que ce soit Mariana, Davy, Anton, Denis, on a tous cet intérêt commun pour ce qui est un petit peu marginal. Ensuite, il y avait comme deuxième volonté, après je pense que je laisserai les autres répondre, qui était de prêter une oreille attentive aux gens qui vivaient des phénomènes et qui étaient toujours ridiculisés. Donc on n'était pas là pour dire c'est vrai ou pas, d'abord on a été une oreille attentive pour ces personnes-là. Après, je pense de toute façon on va répondre un petit peu tous individuellement parce je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes points de vue et c'est ça aussi qui a fait la force de RIP, c'est qu'on est une équipe hétérogène, on a tous des angles de vue sur, en tout cas le paranormal qui sont différents et voilà, je pense que toutes les réponses vont un petit peu varier. Moi pour ma part, pourquoi je me suis intéressé au paranormal lorsque on a fondé RIP, c'était pour amener, je vais dire, des protocoles scientifiques, une approche scientifique. Alors on ne se targue pas d'être des scientifiques, pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout les diplômes, mais il fallait avoir une approche sérieuse parce que c'était un sujet en fait où il n'y avait pas de balance, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de livres ésotériques, beaucoup de livres sur le spirit, où on va dire que les fantômes étaient un fait avéré, qu'ils existaient. Et au final, on se rend compte que au contraire, ça a fait tout l'inverse. Les gens se sont moqués et ont pris ce sujet en ridicule parce que c'était un petit peu trop, c'était pas assez palpable. Alors on s'est dit, on va essayer de prendre la chose à contre-pied et devenir un petit peu plus français, un petit peu plus avec une méthode. Qu'est-ce qu'on peut évoquer comme théorie ? Qu'est-ce qui existe déjà ? Qu'est-ce qui a déjà été écrit ? S'inspirer de ça ? Quels outils on peut utiliser pour essayer de mettre justement en exergue un peu tout ça et apporter au final, différents chemins. La science pourrait dire ça, comme le spirit pourrait dire ça. Attention, des fois les fantômes ils n'existent pas, les légendes sont fausses, et essayer justement d'avoir un chemin un petit peu plus objectif que souvent il pouvait l'être ailleurs. En fait, c'était plutôt... moi, ça a commencé à l'adolescence, et je pense comme beaucoup d'adolescents à cette période-là, on se cherche. Et la plupart des filles, je pense surtout, se tournent vers ces choses-là un petit peu mystérieuses. Donc moi, j'allais beaucoup à la bibliothèque. Je lisais toutes sortes de livres et plutôt je m'intéressais à des choses comme la magie, le spiritisme. C'était plutôt par curiosité et puis comme l'a dit Nico, un petit peu marginal en fait, de se sentir différent des gens et de rechercher quelque chose que la plupart ou que certaines de mes copines n'avaient pas du tout, ne s'intéressaient pas du tout. Et du coup, c'était un truc que j'avais vraiment que pour moi, que je faisais en secret en fait. Quand je suis rentrée dans RIP, ce qui était intéressant, c'était du coup cette approche un petit peu rationnel, presque scientifique. Et en fait, c'était... parce que moi, j'étais vraiment que dans les livres, dans la magie, des trucs vraiment fantastiques. Et là, d'avoir cette approche-là plus cartésienne, ça m'a vraiment... je sais pas comment dire, ça m'a ouvert d'autres possibilités. Et du coup, ça a élargi mon esprit. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, faut pas croire que tout ce qui est dans les livres, et pas seulement, je sais pas, la cartomancie, la magie, tout ça. Il y a d'autres choses beaucoup plus rationnelle et très intéressante aussi. Tu as senti une vraie différence entre la théorie et la pratique ? Oui, j'ai senti une vraie différence et puis je pense que j'ai eu après une vision beaucoup plus mature en fait sur le sujet. Ouais, je pense un petit peu tuer le fantasme. C'est ça aussi la recherche derrière. Savoir ce qui est fantasmé par les gens, par les livres, par les romans et quelle est la réalité en fait. C'est triste ce que tu dis, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il fallait plutôt mettre en lumière ce qui était explicable pour justement que l'on s'intéresse à ce qui est inexpliqué, pas inexplicable. Et c'était ça le truc. C'était effectivement tuer un peu ces fantasmes, ces choses. Je pense que déjà la recherche, pour nous, c'est ça déjà à la base. Après, on garde quand même tous l'esprit ouvert. Puis le paranormal, je pense aussi, c'est quelque part, moi c'est rassurant. Plus j'ai de confrontation avec d'éventuelles entités, parce qu'on ne sait pas encore à quoi on est confronté réellement, mais je pense que c'est rassurant, parce que tu te dis qu'après, il y a quelque chose. Pas tout simplement, quoi. Ouais. Dire que t'es pas fini une fois. Ouais, je sais pas, parce que je suis pas athée ou non-croyant, mais je pense que c'est quelque part, moi, ça me rassure, me dire derrière, il y a encore quelque chose, une trace de l'âme, d'esprit. Ou de l'esprit, ouais. Après, je pense aussi qu'il ne faut pas que ça devienne un distillateur d'espoir. Parce que justement, si on rentre sur ce principe-là, alors tout est ouvert, que ce soit nos perceptions, l'auto-persuasion, et les gens
vont voir ou sentir des fantômes partout, parce qu'ils vont justement espérer, on a peur de la mort, ce qui est dommage. Et c'est ça, il ne faut pas qu'en tout cas dans la recherche, quand nous on travaille, il ne faut pas que ça devienne ça. Il faut justement essayer de garder l'objectivité. Et après, au fond de nous-mêmes, effectivement, on a tous une vision sur la persistance de l'âme, ça, il faut la garder, mais je pense que dans le cadre du travail, il ne faut pas trop y penser. C'est pour ça qu'on tranche. Hein. Chacune des enquêtes sont tranchées. Hein. Oui. Aucun de nous prend la décision de dire si tel ou tel lieu est tenté. C'est un petit peu notre... Comme on dit dans l'antenne, on a chacun une perception, on a chacun un mode de vie, on a chacun nos croyances, convictions, peu importe. Mais dans l'enquête, on a toujours suivi une sorte de démocratie à la majorité. En fonction des résultats, on donne une réponse. C'est pas un d'ici qui prenait un résultat où chacun son tour. Non, ça a toujours été un travail d'équipe. La validation de nos résultats, en fait. Parce que c'est un petit peu, ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais il faut bien à un moment donné donner des résultats. On a fait une enquête. Bon, maintenant on a fait l'enquête, il faut se mouiller, il faut donner un avis. Alors, c'est vrai que la télé met ça un petit peu en scène toujours, mais il y a quand même un avis derrière sur les résultats. Et en tout cas, voilà, on prenait toujours. Et c'est ça aussi qui est un petit peu dommage avec ceux qui partent en solo. Parce qu'ils n'ont pas de contre-argument. Ah bon. C'est ce que j'allais Quand tu pars en solitaire, tu n'as pas de contre-argument. Ouais. Tu donnes ton avis, c'est ta propre perception. Tu peux tout dire. Effectivement, tu as peut-être vécu quelque chose. Et en science, en travail, il faut toujours un test. Il faut toujours un contre-pouvoir. Exactement. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est pas bon. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et en plus, c'est surtout que tout seul, tu peux te faire monter beaucoup plus la pression que quand tu es en groupe. Toujours en groupe, tu as toujours quelqu'un qui peut t'apaiser ou qui peut te rationaliser quelque part les choses. C'est ce que je trouve. Alors que quand tu es tout seul. Le protocole qu'on applique, je trouve, ça aide à avoir un peu les pieds sur terre parce que c'est un sujet quand même qui est difficile, qui n'est pas palpable, et du coup, tu peux vite tomber dans un truc farfelu en fait. Mais qui est super frustrant au final, parce que il installe une règle qui est interdit. On s'interdit de se laisser aller dans l'interprétation. Ouais. Et vous qui faites aussi des enquêtes. C'est aussi une vraie difficulté parce que, vous le savez, on est seul dans un endroit, on est à 2, 3, et tu as envie de te laisser aller. Parce que dans ta tête, tu penses qu'il y a une possibilité qu'en se laissant aller, tu vas augmenter la capacité à rentrer en contact avec ces entités si elles existent. Et puis, nous, il y a notre esprit rationnel derrière qui dit totalement l'opposé, parce qu'il faut pouvoir continuer à analyser les potentiels phénomènes qui sont en train de se produire. Et donc, du coup, tu es dans une éternelle... bloc en fait. Et combien d'enquêtes on a terminé, on dit oh putain, j'en peux plus. C'est ça le truc. On a fait passer la recherche et le travail avant notre plaisir personnel en fait. Mais c'est un paradoxe aussi, puisqu'au final on s'aperçoit aussi, parfois nous qui faisons des enquêtes, on s'aperçoit que c'est que quand on lâche prise réellement, qu'il va y avoir une voix qui va se superposer sur la nôtre ou des choses comme ça. Comme s'ils attendaient ce moment où on lâche prise. Et c'est un paradoxe, parce que quand tu es dans l'enquête, alors tu fais plus attention aux noirs, tu fais plus attention aux insectes, aux araignées, pour ceux qui sont arachnophobes, tu fais plus attention à tout ça et tout vraiment, mais tu es toujours justement dans cette lignée de garder un côté très pragmatique par rapport à la situation, de ne pas complètement t'emballer, et mine de rien, c'est un paradoxe, parce que tu sais qu'il faut lâcher prise aussi à un moment donné pour ressentir les choses. Nous on l'a fait en tant qu'humain, c'est-à-dire que ça n'a pas été une direction commune d'enquête, c'était une direction humaine, c'est-à-dire que quand Davy nous a rejoints, il a porté justement cette soupape qui manquait définitivement à notre équipe, malgré les différentes personnalités qui sont restées ou qui nous ont quittés. Il était là, il a amené cette sorte de soupape. Je parlerai aussi de Mariana, quand elle passe 2 heures, 3 heures avec le propriétaire, sur la partie historique, la partie témoignage, elle ramène une soupape un petit peu fantastique au travail plutôt un peu plan-plan en fait de l'enquête, de récupérer des informations, de réfléchir à où on va mettre ces foutues caméras, qui est un travail extrêmement terre à terre au final. Et c'est vrai que ces soupapes humaines tout au long permettent, à mon sens en fait, de garder on va dire un résultat nuancé quelque part à la fin, vu qu'on le vote de façon démocratique. Est-ce que vous avez vécu des choses beaucoup plus fortes dans vos vies perso que sur vos enquêtes paranormales? Oui, parce que autant quoi. Enfin, il y a eu des lieux vraiment. Alors si je dois comparer entre dans la vie privée et en enquête, on se confronte à des lieux qui sont potentiellement hantés. Et c'est vrai qu'il y a des lieux qui me restent, moi, je comprends pas ce qui s'est passé dedans. Enfin, que ce soit le pensionnat ou même Fougeray, j'ai jamais vécu ça. Ce que j'ai vécu là-dedans, dans ces bâtiments-là, j'ai jamais vécu ça dans ma vie.
chez moi, dans ma chambre, dans ma maison, chez des amis ou quoi que ce soit ailleurs en fait. Parce que moi j'ai démarré un petit peu par l'Ouija, tu vois, à 16 ans, et j'en ai fait de 16 à 23 pendant 6-7 ans comme ça. On faisait ça avec des copines avec beaucoup de légèreté hein, à l'époque. Puis maintenant, un peu moins peut-être. Et donc non, oui, c'est vraiment en enquête, moi, que j'ai les souvenirs les plus forts d'expériences paranormales, enfin d'expériences qui sortent vraiment du commun, de l'ordinaire. Ouais, moi, ça va être pareil que Davy. Même si, dans ma vie personnelle, il m'est déjà arrivé des choses étranges, et je m'en souviens très très bien. Je me souviens d'un rêve avec une succube, j'ai jamais su l'expliquer, vraiment. Je me souviens un jour au resto, et vraiment avec 2 autres témoins, un verre qui se déplace tout seul. Donc c'est des choses, alors ça, on l'aurait filmé, on l'aurait en enquête, ça aurait été extraordinaire. Donc il s'est passé des choses, mais ce qui est étrange, c'est que peut-être ma perception, ou comment j'ai enregistré, ça a mis moins d'impact que justement dans les enquêtes, où là il y a des phénomènes, peut-être que d'autres personnes aussi vivent en même temps, aussi intensément, donc il y a une sorte de tension qui monte, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a vécu? C'est pas qu'est-ce que j'ai vécu, parce que quand le jeu, bon, avec le temps, on le remet en question, qu'est-ce qu'on a vécu? Et c'est là que, effectivement, non, à travers ces 10 ans d'enquête, non, c'est dans le travail, c'est dans les enquêtes que j'ai eu le plus de frissons. Moi, dans ma vie personnelle, il y a eu une époque où j'aurais espéré vivre quelque chose, parce que j'avais beaucoup d'attentes. Justement, c'était pour ça que je m'étais lancée dans ces recherches-là un peu spirituelles. Et du coup, peut-être à trop attendre, en fait, du coup, j'ai pas du tout eu de résultats. Donc, non, clairement, les résultats que j'ai eus, vraiment les plus impressionnants, c'était en enquête. C'est difficile, en fait, moi je crois que j'ai pas trop d'affect vis-à-vis des phénomènes, au final, maintenant, aujourd'hui, après toutes ces années. Je dis pas que j'en avais pas quand ils se produisaient, je pense à Bonaguil ou le pensionnat, ou quand moi j'avais dans ma vie privée, j'ai vu cet ovni, j'en ai vu 2 fois, bon, c'est particulier, j'ai pas un vrai affect en fait. Je sais pas ce qui est plus important, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Pour moi, l'ovni que j'ai vu quand j'étais gamin, je m'en souviens aussi bien que Bonaguil. Alors que Bonaguil, c'est quoi ça combien de temps? 2012. Donc ça a que quelques années au final. Donc je sais pas si j'ai un affect. Par contre, ce que ça a créé, définitivement une envie de comprendre. Pourquoi, comment, depuis combien de temps, et pourquoi tout le monde n'a pas l'esprit ouvert. Voilà ce que ça a créé chez moi, ce truc-là. Pourquoi les gens n'ont pas l'esprit ouvert? Ils ont peur du jugement. C'est pas la question. Je sais, mais c'est pour ça que j'essaye de... Moi, c'est l'émotion. Ta question, c'est ce que ça m'embrouille en fait. J'arrive pas à te donner une réponse claire là-dessus. Et d'ailleurs, entre vos premiers pas et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Que ce soit en termes de point de vue, sur vos pratiques d'investigation ou sur le matériel? Ah bah, moi je vais me lancer, je vais commencer parce que pour ma part je crois que j'ai quand même énormément évolué en fait. Je me sens vraiment avoir évolué à travers ces 10-12 ans parce que quand je suis arrivé j'étais un petit peu un mur de pierre, c'est-à-dire que ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir et il n'existe que ce qui est explicable ou peut-être palpable. Et au fil des années j'ai tellement vécu, j'ai tellement vu mes amis et mes collègues vivre des choses que je ne comprenais pas forcément. Que je me suis dit que tout ne pouvait pas être aussi blanc ou aussi noir, qu'il y avait forcément des teintes de gris, et que dans le paranormal, et en tout cas en matière de hantise, de fantômes, c'est là où justement il y avait le plus de teintes de gris, et que c'est pas parce qu'on ne voyait rien qu'il n'y avait rien à voir. Et c'est là que j'ai commencé à remettre pas mal de choses en question, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'était justement pour montrer cette évolution, et qu'il y a des dizaines de chemins abordables lorsqu'on veut parler de fantômes ou de hantise. Et après, par rapport à l'utilisation du matériel, au début c'était extrêmement protocolaire, c'était extrêmement très pratique. On n'arrivait pas à sortir de ces cases et au final on se rendait compte que nous, on ne prenait plus de plaisir, que c'était trop carré dans le sens où on ne faisait pas du tout confiance à nos émotions, à ce qu'on pouvait ressentir. Et c'est là où peut-être avec les années aussi on s'est adouci, on a compris que d'autres personnes dans notre communauté, d'autres personnes qui aimaient le paranormal, avec qui on a discuté, avec qui on a échangé, on a eu peut-être d'autres visions, on s'est dit effectivement, RIP c'est très bien d'être aussi carré, mais il va falloir lâcher un petit peu de l'aise parce qu'il y a d'autres horizons. Et ça a définitivement changé lorsque Davy est arrivé, qu'il a dit mais les gars, un peu de spirit, soyez cool.
Restez pas les yeux sur ce qui est quantifiable. Et voilà, donc ça aussi l'évolution du matériel qu'on a petit à petit mis de côté. On a essayé des nouvelles choses, le Ouija, les sensations, les écritures automatiques, de se laisser un peu plus parler corporellement que matériellement. Le lâcher prise. Voilà, un petit peu de lâcher prise. Après toutes ces années, bizarrement, je suis confuse en fait. Parce que donc j'ai commencé, je repars encore avec ce truc adolescence où j'étais persuadée de ce monde-là, fascinée. Après, je fais RIP où je suis plutôt dans un sentiment de rationnel qui, au final, en fait, c'était rassurant, on va dire. Peut-être parce que, en étant une fille, il y a beaucoup de gens qui pensent que, du coup, parce que tu es une fille, tu vas flipper plus facilement. Et c'est vrai que le côté rationnel, moi, me rassurait énormément. Et d'essayer de garder ce sang-froid, en fait. Pour moi, c'était important. Mais du coup, je me suis peut-être coupée, en fait. Je me suis mis une barrière sur ce que je croyais au début, en fait, avant de rentrer dans RIP. J'étais quelqu'un de très ouvert, un peu comme une éponge, et du coup je me suis fermée entièrement à ça volontairement. Et bon, ça m'a apporté plein de choses, hein. Je regrette vraiment pas cette direction que j'ai prise. Peut-être je me pose encore plus de questions. Je pense que cette approche-là, c'est pas comme ça que j'ai envie de la continuer. Approche trop rationnelle, trop cartésienne. Je pense qu'en se fermant à ça, c'est vrai qu'on passe à côté de beaucoup de choses qui, en fait, le monde invisible, il est tellement vaste, il y a tellement de théories différentes, tellement de choses qui peuvent se produire qu'on ne peut pas gérer. Je pense que c'est au-delà d'avoir l'esprit ouvert. Je pense que je ne sais pas comment expliquer, moi je pense que je vais devoir prendre une autre direction, laquelle je ne sais pas encore. Mais je me pose beaucoup plus de questions sur comment aborder le truc, que ce soit avec les fantômes ou peut-être plus une recherche personnelle en fait, sur ce qu'on est, ce qu'on fait dans notre vie, ce qu'on fait sur Terre, enfin quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus large en fait. Est-ce que tu n'as pas besoin de te retrouver avec toi-même quelque part? De te retrouver toi-même? C'est ça. Peut-être que je me suis un petit peu perdue en me mettant dans une case, comme disait Anton, en me forçant... C'est la faute de Rip, dis-le. Non, je l'ai dit, je ne regrette absolument pas. Que de Anton. Non, c'était important pour moi, je ne regrette pas cette période-là, mais maintenant je réfléchis à une autre direction. C'est pas mal, c'est très, très intéressant. Merci. Non mais c'est vrai parce que je partage pas mal de choses avec Mariana, je crois que toutes ces expériences que l'on vit depuis plus de 10 ans maintenant, elles évoluent. Et au début tu es dans une case, parce que c'est une certaine preuve d'immaturité quelque part, tu y rentres. Parce que tu te dis, tu peux pas tirer sur toutes les cordes et découvrir ce qu'il y a au bout de chaque corde. Donc tu en prends une, tu la tires tout doucement pour découvrir ce qu'il y a au bout de la corde. Et en général, on ne découvre pas tous ce qu'il y a au bout de la corde. Et puis en chemin, tu découvres une autre corde que tu tires. Et au début, RIP, c'est un peu ça, c'est qu'on rentre, on découvre le matériel, on découvre les premières techniques, les premiers ouvrages, les premières réflexions sur la matière, sur les énergies, sur les états de matière qui peut exister dans notre environnement. Et puis moi, pour ma part, à la 4e saison, après trentaine d'enquêtes officielles avec nous, je sens une énorme frustration intérieure. Et je vais faire une croix sur le matériel, qui est pour moi, qui nous a servi, qui a été notre guide dans une certaine mesure, mais comme disait Antoine tout à l'heure, qui nous empêche à un certain moment d'être à l'écoute de soi-même, de ses émotions. Et vu que je suis quelqu'un d'extrêmement radical, j'ai fait un blocage instantané. Personnellement, l'équipe elle est ce qu'elle est, chacun continue à faire ce qu'il voulait, mais moi j'ai fait mon blocage, c'est ce que j'ai ressenti. Et je me suis dit, tiens, on passe à côté de ce qu'Anton appelait tout à l'heure le gris, les couleurs grises. Toutes ces nuances en fait sur la perception des consciences. Mais en fait, tu te rends compte que tout est lié bien au-delà simplement que du petit paranormal que RIP peut évoquer dans la tête des gens. Ça va au-delà. On est aujourd'hui dans un monde extrêmement physique où tout est matériel et le paranormal est l'opposé de ça. En fait, il ouvre une brèche sur l'immatériel, sur le spirituel. Donc en fait, il y a ce dilemme en moi, je pense en d'autres et en des centaines de personnes. C'est quelque chose d'impalpable, d'intouchable. Pourtant, on a tellement de signes. Pour moi, c'est ça. C'est aujourd'hui, voilà, je suis un peu perdu dans ma tête
mais je vois quand même la grande direction que c'est. Et le paranormal n'est pas une petite case, en fait, elle englobe tout un ensemble de cases dans notre société. Voilà, à mon sens. Ouais, je pense qu'ils ont résumé, hein. C'est un peu le sentiment qu'on a, c'est les dents de scie, quoi. C'est que tes convictions s'écroulent face à des expériences. Et du coup, c'est difficile à croire et pas croire en même temps. Et c'est un petit peu ce qui nous a forcé, c'est pour ça qu'on est un petit peu, ce discours-là un petit peu de la même façon, parce qu'on est toujours resté coincé entre le croire et pas croire. Et des fois, tu as des expériences qui te font croire plus, et d'autres croire moins, et ça a toujours été un petit peu comme ça à travers les enquêtes. Ça te remet toujours en question, sans arrêt. Et là, pour les détracteurs, tu sais, on n'arrête pas de dire le mot croire, le verbe croire. Ouais. Beaucoup de gens vont dire « Ah mais croire c'est la connotation religieuse ». Ils ont probablement raison. C'est-à-dire on est dans une zone de non-certitude, et c'est pour ça que j'y rajouterais effectivement le mot « veut croire ». Et c'est pas pour rien que X-Files a cette phrase, en fait elle résume énormément ce qu'on a tous dans notre tête. On a envie d'y croire. Et c'est cette zone grise qui est tout le temps mise en branle, et on essaie de découvrir une certaine vérité derrière ça, mais on est très très loin de le découvrir. Nous on partage ce point de vue-là. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Anton, mais quand vous avez filé Ghost Hunt, non pas de Fougeray, de Maison Blanche. Maison Blanche. Oui. Maison Blanche, je t'avais dit en fait si on devait tout mettre sur un mur, en fait tout ça serait lié complètement, sauf qu'il n'y a pas un mur assez grand pour tout mettre et pour faire les liaisons qu'il faudrait entre tous les domaines, parce que c'est au-delà du paranormal. Tous les domaines, parce que même les TCistes, même la transcommunication, cette façon d'appréhender aussi une autre forme de paranormal et tout est lié en fait. On s'aperçoit qu'il y a vraiment... Nous dans nos recherches par exemple, on s'est aperçu que sur 25 ans, il y avait des gens qui ne se connaissaient pas mais qui ont reçu les mêmes messages. Mais la même base de messages, vraiment. Qui auraient pu construire les mêmes machines en même temps, sans même s'en rendre compte. C'est juste étonnant. C'est juste complètement... Il y a un truc où il n'y a personne qui a appuyé sur ce bouton, mais en fait, il faudrait qu'à un moment donné, quelqu'un appuie sur ce bouton. La force de l'univers. Exactement. L'univers entier. Les ondes et les vibrations. C'est vrai. Du coup, avec vos recherches et le nombre de lieux que vous avez fait, pourriez-vous nous donner une idée de ce qu'on peut appeler le plus communément un fantôme? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est un fantôme? Pour moi, un fantôme, c'est d'abord une interrogation humaine. Mais après, si je dois donner une définition brève, c'est un mystère qui trouve une explication dans la mémoire, dans le temps ou dans l'énergie. Ouais, ça va être difficile de faire mieux. Oui, parce que c'est Anton y répond par l'interrogative. Globalement, c'est pas ce que c'est. Et on n'a pas la prétention de dire c'est ça ou c'est pas ça. Anton y a mis les mots extrêmement justes et propres pour le dire. Après, on a tous au fond de nous une conviction. Je l'espère, je le crois. On a tous une direction. Alors moi, la mienne, elle est que je suis convaincu, et la science tend à confirmer que la conscience est bien là, la conscience anime la vie en fait, et que cette conscience ne meurt pas en fait. Le mot mort en fait c'est ça, c'est que c'est un mot qui reflète la matière. La matière meurt quelque part, se transforme à nouveau, mais la conscience... c'est ça, peut-être une façon un peu plus romantique de dire, les fantômes, c'est une sorte c'est notre conscience. De toute façon, la définition d'un fantôme varie selon les yeux de l'observateur. Voilà, dans les yeux d'un Stephen King, ça ne sera pas les mêmes que dans les yeux, je sais pas, d'une personne lambda ou dans les yeux d'un Randy, quoi, d'un Stephen Hawking, peu importe. Et c'est ça, le fantôme, il a tellement de facettes, voilà. Qu'est-ce que c'est un fantôme? Qu'est-ce que tu crois au fantôme? Dis-moi ce que c'est, je te dirai si j'y crois. Si tu me parles d'un type Belphégor avec un drap qui fait boue dans les couloirs, je te dis non. Si par contre tu me dis que c'est peut-être un être vivant dans un univers parallèle et que parfois il y a une connexion et qu'on peut interagir, vivant ici, mort ailleurs, ok, là j'y crois un peu plus. Donc je pense, voilà, ça varie pour tout le monde, et je pense que Davy et Mariana vont aussi donner deux définitions différentes. C'est très dur. Je passe mon tour. Qu'est-ce qu'un fantôme? Je passe mon tour. Ouais, qu'est-ce qu'un fantôme? Je pense que chacun fait sa propre idée. Je pense que tu as bien résumé. Après, il y a tout le... ça dépend en fait. Si on pose la question, c'est pour moi, qu'est-ce qu'un fantôme, ou pour l'ensemble? Parce que dans l'ensemble, c'est beaucoup la fiction qui a amené, la science-fiction qui a amené l'image du fantôme.
en fait, on s'en est fait une image par les films, par les romans, par tout ça. Donc comme tu dis, le Belphégor avec son drap. Et après, je pense que ça dépend vraiment de son propre point de vue. Mais moi, si je devais faire un résumé, pour moi, un fantôme, ça me semble logique, c'est quelqu'un qui est décédé, qui a vécu sur Terre à un moment X, qui est décédé et qui erre dans l'invisible autour de nous. Pour moi, c'est ça en fait. Après, pour donner une forme physique, il n'y a rien, on n'a pas une preuve réelle de filmer un vrai fantôme, quoi. Donc tu peux pas, je pense pas. Moi, j'ai pas de référent d'image en fait, parce qu'on en a jamais croisé. Non, il y en a beaucoup qui ont Gasper en référence d'image. Et on n'en a jamais croisé. Le drap blanc. Je pense que ça nous dépasse bien au-delà. C'est pour ça qu'on parle de dimensions différentes, parce que ça dépasse bien au-delà de notre perception qu'on peut se faire de notre monde physique. On est bloqué dans notre monde physique et ça nous dépasse, je pense, largement. Donc on peut même pas l'imaginer. Non. Donc, merci pour la deuxième partie de l'interview. Merci de prendre du temps pour nous. Merci beaucoup, en tout cas, pour être venu. Donc, on peut continuer l'interview tranquillement. Si je vous dis le futur de RIP, vous me répondez? Bientôt sur les écrans. Le futur de RIP, je pense, sera différent dans le sens où RIP, comme il a existé, l'équipe restera la même. Mais en tout cas, peut-être le format télévisé, la suite des enquêtes ou d'un autre programme ou des autres programmes sera différent. Il faudra peut-être d'autres pistes, d'autres lignes éditoriales, des choses un petit peu différentes. L'équipe restera toujours la même. Enfin, quand je dis toujours la même, le cœur, tant qu'il n'y en a pas qui partent. Mais le futur de RIP, on va dire qu'il va être un petit peu plus large. Dans ce sens, parce que je pense sans trop en dire, sans dévoiler. Pas donner les exclusivités. Nous on a toujours envie, je veux dire, on est rentré là-dedans, c'était pas, comment dirais-je, c'était une envie sur le long terme. C'était pas quelque chose, tu vois, juste quelques mois pour le fun, c'est pas le cas, ça fait 10 ans tout ce qu'on est dedans, donc on a envie de continuer. Après, il y a RIP, on va dire, l'idée, ce mouvement. Je pense qu'on a un petit peu démocratisé de notre côté, après avec des centaines de milliers d'autres personnes autour. Et après, il y a les émissions. Et là, Anthony a raison, les émissions, c'est pas de notre ressort. Donc, il y a des choses qui se feront, des choses qui ne se feront pas, et puis, nous verrons bien. Mais nous restons optimistes. Mais c'est dans les tuyaux. Ouais. C'est pas qu'on veut en même temps s'installer sur le web, parce qu'on n'était pas, mais on a malgré nous pris le truc à l'envers. On a commencé par la télé, et puis maintenant, on se rend compte qu'il faut qu'on reconquérisse YouTube. Ce qui est souvent l'inverse, en fait. Et c'est vrai que ça a été aussi très dur pour nous. Donc il y a toujours cette plateforme gratuite, YouTube principalement, où dedans, on va redonner les épisodes de RIP, et à côté, on continue le chemin télévisuel, si bien sûr les portes s'ouvrent à nous, pour 2 beaux projets, je pense, j'espère qu'ils verront le jour. Voilà. Pour ça, on vous souhaite le meilleur, on espère vraiment que ça va réussir, parce que pour le coup, nous, ça fait moins longtemps qu'on fait ça par rapport à vous, et c'est vrai qu'on a suivi vos enquêtes au fur et à mesure. Et nous, on espère qu'il y aura un retour bien comme vous le voulez et avec tout ce qu'il faudrait pour que vous le fassiez le plus correctement possible et le mieux du monde. Voilà. Si je vous dis ufologie et phénomènes paranormaux, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux. Oui, c'est pour ça qu'on t'a laissé, il n'y a pas besoin de demander, tu vois bien. Je crois que vous êtes les deux qui allons répondre. Alors j'en fais un bout, tu en fais un autre bout. Oui, Marina, on a compris. Donc c'est pas la même chose. Les gens les classifient dans le même truc, mais il y a deux grandes différences fondamentales. L'ufologie est matérielle, le paranormal est globalement immatériel. Alors l'ufologie est matérielle, pourquoi? Parce qu'un objet volant non identifié, un ovni, émet un écho-radar. Donc s'il y a écho-radar, il y a phénomène matériel concret. C'est-à-dire on peut dire qu'à tel endroit, à telle heure, au-dessus de tel endroit, il s'est produit quelque chose que l'on peut quantifier et c'est une vraie matière. C'est pour ça d'ailleurs que les ufologues ils se font des poils, d'accord, des lits, ils sont comme ça quand ils savent que les ovnis sont collés dans le paranormal. Après, le traitement est le même. Je veux dire, les gens qui parlent de fantômes et parlent d'ovnis, c'est le même traitement, c'est tout le monde sur le côté, puis c'est tout du paranormal, c'est en même temps. Ça, c'est notre opinion, je crois, de l'interne en tant que
professionnels, entre guillemets, les gens d'expérience, mais pour ceux qui veulent pas aborder ces sujets-là, pour eux c'est la même chose. Voilà où on en est. Les ufologues, t'as vraiment ce côté, c'est vrai, ça existe, que le paranormal, ça reste à prouver. Et il y a vraiment une grosse nuance entre les gens qui sont dans l'ufologie et les personnes qui sont dans le paranormal, quoi. Il y a quand même du concret, tu vois. Ouais. Les gendarmes sont habilités à prendre des procès-verbaux. Ouais. Quand tu fais une observation de type OVNI, RR1, RR2, 3 et puis 4 si c'est enlèvement, si tu fais ce genre d'expérience, la gendarmerie est habilitée à prendre le procès-verbal et les procès-verbaux sont ensuite remontent dans les semaines et mois au GEPAN, ou GEPAN, GEPAN à Toulouse, qui est un organisme d'État officiel qui a 150-200 000 euros par an de budget, ce qui est vraiment très 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 petit, je crois qu'ils sont 3 ou 4 là. Mais tout de même, il y a quand même une étude d'État, d'institution autour du phénomène qui est remontée, à mon avis en privé, aux militaires pour la question que pose le phénomène OVNI, qui est simplement la sécurité de nos espaces aériens. D'où des témoignages de gendarmerie. C'est un acte citoyen, après la Seconde Guerre mondiale, de signaler un objet qui vole dans le ciel. Normalement, on devrait en tant que citoyen aller en gendarmerie pour qu'ils puissent faire un dossier et faire remonter au GEPAN derrière. Au GEPAN, ouais, c'est 85% d'explicables. Ils trouvent une explication satellite, météo. Ouais, je sais plus, vous avez dit, il y a 3400 cas, seulement 3%. Ouais. Sur les 3400 cas, je crois, qui étaient du domaine du non expliqué, qui étaient dans la catégorie OVNI. OVNI, et ça veut pas dire que ça intéresse. T'as quand même 15% à côté qui sont inexplicables. Par contre, en ufologie, on retrace tout de suite le mot OVNI, donc tout de suite en fait, l'apparition d'un objet volant non identifié dans le ciel. Mais sur certains cas, il y a certains témoignages de visites extraterrestres dans des maisons qui ressemblent à peu près, sur pas mal de points, à des témoignages de phénomènes, de visites, de phénomènes paranormaux, de hantises chez les gens. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un lien, ou est-ce que vous avez jamais envisagé cette possibilité-là ? C'est possible aussi. Je pense que la clé, c'est le témoignage. Avant d'émettre n'importe quelle hypothèse, c'est ton témoin qui va te donner la direction. En tout cas, dans RIP, l'officiel de RIP, tous nos témoins, ce sont des témoins, entre guillemets, de fantômes, de bruits, de choses étranges. Rien ne s'apparentait à une visite extraterrestre. Pourquoi ? Parce que la visite extraterrestre émet tout un ensemble de petits éléments qu'on n'a pas retrouvés, en tout cas dans nos enquêtes. Alors, la notion de temps disparu, les hautes radiations, le déclenchement des alarmes de façon régulière, les implants de façon extrême, et puis, ne serait-ce que le témoin, qui dit, voilà, je n'ai pas de souvenir de la nuit dernière, le seul souvenir que j'ai, c'est une lumière très forte, à tel endroit, j'ai des nausées, des paralysies, là où tu mets le point, justement, c'est le sentiment de viol qu'il peut y avoir dans les cas d'enlèvement extraterrestre et dans les cas, Antoine mentionnait tout à l'heure dans la première partie, les succubes ou incubes. Il y a une similarité à ce niveau-là, mais je ne crois pas que ça va plus loin de ça. Non. Il y a une vraie différence, notamment nous en tout cas, on n'a pas... Je pense que ça peut arriver qu'on confonde les deux. Pas dans la maison, mais moi j'ai vu plusieurs fois des phénomènes lumineux. Donc t'as pas d'objet. T'as qu'une lumière qui se balade dans le ciel, quoi. Donc j'imagine que des fois on peut peut-être penser OVNI et que c'est autre chose et que ça tendrait un peu plus sur le paranormal. D'accord. Ouais, mais là, tu parlais dans une maison, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit c'est pour ça qu'il disait peut-être vivre un phénomène de hantise, que ce soit des bruits de pas ou peu importe, des sensations, et qu'en fait ce phénomène de hantise soit un phénomène extraterrestre, que ce soit... En tout cas, dans RIP, dans nos enquêtes, dans nos témoignages, c'est jamais arrivé. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous intéresse et on essaie de voir s'il pourrait y avoir un lien par rapport à des choses et d'avoir du coup un point de vue de personnes qui sont plus expérimentées dans la longueur. Je trouve que c'est... mais c'est très juste, hein. C'est très très juste. En tout cas. Bonne question. Je crois qu'il y a une plus grande similarité entre les cas de possession et les cas de visite extraterrestre. Parce que le cas de possession est sur une durée relativement courte, en règle générale de quelques semaines. Le cas OVNI, les visitations d'OVNI, c'est sur quelques semaines. La folie déclenchée dans les deux cas est plutôt similaire. Les blessures sur le corps sont aussi apparemment similaires.
Moi, je tendrais plus à peut-être une similarité entre ces deux cas, plus que la visitation fantôme. Ça voudrait dire quoi? Que les extraterrestres sont invisibles? Non, ou peut-être qu'ils ont d'autres aptitudes qui sont non humaines en fait. Ouais, mais donc ils seraient pas dans la maison propre, ils seraient pas dans la maison en elle-même en fait. Peut-être parce qu'au final, là, pour le coup, moi je vois utiliserais les dimensions, je me dis quelle Ou que possibilité. les fantômes sont dans une autre dimension que la Ou tout à fait. Ouais, mais ça c'est une autre approche effectivement. Ça peut être de l'ASF complet, mais en tout cas, si les fantômes sont dans une autre dimension que la nôtre, les extraterrestres, eux, sont capables d'aller dans cette autre dimension. De l'une à l'autre. Du coup, c'est là où on peut comprendre. Totalement. On pourrait peut-être même dire que les fantômes sont extraterrestres. Ou vice-versa. Il y a peut-être Vu qu'il y a une notion de dimension mais sauf si les autres dimensions sont terrestres. Ils peuvent pas être extraterrestres. Ils peuvent pas être extraterrestres. En tout cas, c'est hors de la Terre. Mais en tout cas, c'est hors des dimensions. De la Terre physique dans laquelle on vit. Voilà, exactement. C'est profond, hein. C'est profond. Moi, je propose qu'on prenne tous un petit verre de whisky et Qu'on développe. Alors la prochaine question, elle va être un peu plus... J'espère que vous pourrez y répondre. La définition du paranormal dans le DICO se dit des phénomènes hypothétiques hors de la normalité que la science actuelle ne pourrait expliquer. Est-ce que cette définition vous convient ou avec votre expérience, vous aimeriez la modifier? C'est super prétentieux déjà de modifier une définition du D'un mot. Pourquoi pas? On peut se permettre... Vas-y Antoine. Alors moi personnellement non, dans le sens où mon terrain d'expertise c'est principalement les hantises, les fantômes, la vie après la mort, et le paranormal est beaucoup trop large, beaucoup trop grand pour que moi, dans mon domaine, je puisse dire je peux modifier la globalité de la définition. Donc à ce point-là non, mais j'ai toujours aimé en fait la dernière partie. C'est vrai que c'est la grosse différence, c'est que le paranormal est lié à la science, puisque c'est un phénomène scientifique relaté, c'est simplement qu'il n'y a pas d'explication, ce qui est différent du fantasme ou de l'hallucination de l'esprit. Voilà, et souvent les gens associent le paranormal à les fantaisies de l'esprit, alors ce qui est complètement faux. Le paranormal, c'est de la science, c'est juste que c'est pas expliqué. Donc non, changer la définition, moi je pourrais pas, donc je resterai, elle me convient. Humble. Voilà, elle me convient. Ouais, grave. Et Moi vous non plus, je ne vais pas m'aventurer dans la modification de la définition. Je pense que la seule chose pour laquelle on peut espérer un traitement différent, c'est la façon dont est traité le paranormal. D'un point de vue scientifique, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue X. Je pense qu'il est là, en fait, l'attente elle est plutôt là. Hein. C'est juste que, allez, mettons-nous au travail et puis sortons le paranormal du vieux fond du tiroir, de la commode, et mettons-le sur la table pour qu'un jour il devienne normal. C'est pas pour rien que le CERN, leur prochaine expérience de grande envergure, c'est la Rainbow Gravity. C'est le fait de ces univers parallèles que notre vie, notre monde est un millefeuille, de probabilités, comme un livre, et que voilà, si on pose une goutte d'eau sur la première page, elle va toucher toutes les autres. Et ça, c'est des gens qui ont bien plus de diplômes, bien plus de connaissances que nous, qui sont en train de l'étudier et de le mettre en place, comme ils l'ont fait pour le boson de Higgs. Ils l'ont commencé il y a des années, ils en sont arrivés au résultat. Donc quand le CERN te dit, bah oui, on va commencer à étudier les univers parallèles parce qu'on est persuadé qu'il y en a plein, alors, bien mal avisé, manque d'humilité celui qui te dirait, la seule physique tristesse, quantique, les univers parallèles, c'est de la science. La seule tristesse, c'est le temps à la science qu'elle met pour s'activer. Parce que tu vois, c'est une question qui existe depuis les années 70, et en France, on a eu des scientifiques extrêmement pointus, extrêmement avancés sur cette thématique, et malheureusement, c'est seulement presque 45 ans plus tard qu'on les étudie de façon officielle. Et il y a une sorte de décalage. Je sais que la science, elle fonctionne avec la reproductibilité du phénomène. Mais aussi, je crois que les scientifiques ont oublié, pas tous bien évidemment, mais un pourcentage, une majorité quelque part, a oublié son travail essentiel. Ce sont des explorateurs de l'inconnu. Et c'est vrai qu'on est... c'est dommage. En tout cas, voilà. Une chose est sûre, c'est que comme disait Anton, ce Rainbow Gravity est peut-être la clé, en fait, de ce qu'on parle régulièrement des fantômes et tout ça, mais c'est peut-être une des clés. Et ça se trouve, on parle simplement à d'autres personnes, dans d'autres dimensions, dans d'autres univers. Dès lors qu'on a réussi à montrer les ondes gravitationnelles il y a 1 an et demi, 2 ans, ce qu'Einstein avait prédit, on se rend compte que la gravité, c'est plus une force. Donc on remet complètement en cause Newton. On se dit que non, si c'est pas une force, c'est quoi? C'est la courbure du temps. La Terre, elle courbe le temps. Et donc, si un jour on peut le courber totalement, se rejoindre, oui, il n'est pas inimaginable qu'un fantôme soit une personne vivante au même endroit, au même moment.
Il y a un homme qui doit être réintégré capitalement dans nos livres scolaires. Nikola Tesla. Monsieur Tesla. Ah ouais. Je savais. C'est l'homme. Bon, il s'est fait enterrer volontairement à l'époque parce qu'il n'allait pas dans un courant, mais c'est l'homme aujourd'hui qu'on doit réintégrer. On doit étudier ses travaux, les décortiquer. Elle était pas mal, ça. Décortiquer ses travaux parce que je crois qu'il y a un ensemble de choses à vraiment découvrir, à mettre sur la table et mettre les mains dans le sale pour faire avancer. Sacré bonhomme. Voilà, est-ce que vous auriez chacun un conseil à donner aux nouveaux groupes qui arrivent dans le milieu du paranormal? Donc, Mariana. C'est pas facile comme question, hein, parce que donner des conseils, disons qu'il y a tellement de techniques différentes, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises approches. Je dirais garder vraiment un esprit ouvert, ça paraît un peu évident de dire ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le perdent. Donc c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Et essayer aussi de garder son sang-froid. Le rationnel, je pense qu'il est très important. Moi, personnellement, je suis très fière du protocole qu'on a établi avec RIP et de toute cette démarche qu'on a fait. Et je dis pas qu'il faut la copier, mais je pense qu'il faut s'en inspirer, puisqu'il y a beaucoup de gens maintenant qui créent des groupes et qui, au moindre bruit, ils cherchent même pas l'explication, en fait. C'est ça qui est dommage. Ils vont se dire « Ah, t'as entendu, c'était la réponse à notre question ». Je trouve qu'il n'y a pas assez de recherche, en fait, vraiment. Je trouve que c'est trop dans le sensationnel. Bon, alors donner des conseils, c'est quand même pas facile de donner des conseils. Je veux dire, les gens ils font déjà ce qu'ils veulent. Déjà, chacun a sa propre motivation, pourquoi il va s'intéresser à la thématique. Tu vois, donc donner un conseil, déjà, tu sais pas pourquoi la personne a envie de se lancer là-dedans, c'est difficile. Cependant, il y a quand même certaines choses impératives, à mon sens, s'ils veulent, on va dire, se lancer dans la quête de réponses. Être extrêmement pragmatique, travailler, lire, pas avoir peur de passer beaucoup de temps à lire, à se documenter, à se renseigner, avant de sauter dans sa voiture, aller dans une ruine et se filmer. Parce que déjà, bon, il y a la notion de sécurité. Alors là, ça fait un peu de papa, machin, mais ça nous est arrivé, hein, des gens ils sont allés, on a été appelés par la police parce que pour X raisons, les gens pensaient que c'était nous, alors que c'était d'autres personnes qui se sont fait passer pour nous. Donc il y a quand même une certaine notion de sécurité à respecter quand on va dans ce genre d'endroit. Ensuite, la deuxième qui est extrêmement importante, c'est que la plupart des gens qui vont faire ce genre de choses espèrent avoir des résultats. Mais avoir des résultats sans moyen de comparaison, pour moi, c'est une aberration. C'est-à-dire que tu as besoin tout de même d'avoir des témoignages, d'avoir, pourquoi pas, des mesures avec des appareils qui ont été faits au préalable pour pouvoir faire ton enquête. Parce que dire, bah voilà, j'ai un son, j'ai une voix, j'ai entendu, ou j'ai enregistré une vibration à tel endroit, sorti de son contexte, ça ne vaut pas grand-chose. Donc toujours penser large, vraiment penser large. Je sais que c'est compliqué, hein, ta question elle est assez vague. Et le troisième point, parce que je ne vais pas tout dire, Antoine aussi, il y a des choses et des liens aussi. Le troisième point, travail d'équipe. Travaille pas seul. Moi, les mecs qui vont seuls, ben, allez, je fais un clin d'œil, bonne chance, ça sert à rien. C'est un travail d'équipe. Minimum 2. Donner des conseils, ben, moi je vais dire que c'est pas forcément un manque d'humilité avec 10-12 ans qu'on a derrière nous de pouvoir donner des conseils, parce que le terrain on le connaît bien. Le premier point, c'est avant une enquête, lire, se documenter, comprendre pourquoi on va sur un lieu, qui c'est qu'on va interroger, comment on va le visiter. Une enquête, elle se prépare avant, donc ça c'est quelque chose, je me dirais, il faudrait un peu plus se plonger dedans. Je vois beaucoup effectivement de groupes ou d'explorateurs qui y vont, mais le problème c'est que lorsqu'il se passe un phénomène, il n'y a aucune analyse, c'est-à-dire qu'ils ont un appareil qui s'allume ou il se passe quelque chose, mais ils ne vont pas pouvoir associer une théorie, une explication par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est juste waouh, ça s'est déclenché, c'est bizarre, et non, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et là, ça emmène à un point, en tout cas moi qui me tient à cœur, et c'est pour ça que RIP a toujours mis un point d'orgue là-dessus, c'est moi ce que j'appelle la maîtrise de son environnement. Lorsqu'on est sur le terrain, il faut maîtriser son environnement. On ne va pas aller dans un endroit avec un K2 ou avec n'importe quel autre appareil sans avoir fait les repérages et vérifications. Si tu n'as pas éteint ton Wi-Fi, si tu as le voisin qui a le téléphone, forcément on voit des gens maintenant, ils font des lives avec leur téléphone, ils se disent ouais, j'ai mon K2 qui s'active, mais c'est normal, tu as ton téléphone. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, maîtriser son environnement, c'est réussir à cloisonner 80% de phénomènes explicables. Et c'est là mettre en lumière les 20% qui vont être un peu plus inexpliqués.
Donc quand on se rend sur le terrain, il faut jamais oublier qu'on n'est pas seul à travailler, l'environnement travaille avec nous. Parce que l'environnement, au final, il est vivant que par notre perception. Lorsqu'on n'est pas dedans, l'environnement, il n'est pas vivant. C'est simplement des objets dans un espace spatio-temporel. Et ça, dans les phénomènes de hantise, on est tellement déjà... on peut déjà tellement être victime de notre propre cerveau, de la hantise psychologique, par l'auto-persuasion. Ça rejoint le fait d'y aller seul, ça sert souvent pas à grand-chose. À part si, peut-être ramener des images un peu émotives, sympas, ou de repérage. Le côté spectacle, voilà. Ça, c'est pas mal. Mais ça sert à rien. Si on part sur du travail, si on va dans un lieu pour se faire peur, effectivement, on peut y aller tout seul. Si on y va pour se dire, je veux savoir si cette légende, si ces témoignages sont vrais, s'il se passe vraiment quelque chose ici, non, là, il faut un protocole, il faut un encadrement, et là, ça passe par la rigueur et la maîtrise de l'environnement. Indéniable. Ouais, vous avez bien résumé. Moi, j'ai un message à faire passer. Je voulais faire un live là-dessus, mais j'en profite. Arrêtez de fumer en live devant vos caméras, quoi. Parce que ça, je peux plus y voir, quoi. Ça me sort par le trou de nez. Toute l'équipe peut te le dire. La première règle, quand on a commencé RIP, j'ai fait chier tout le monde. Pas une foutue cigarette quand on sort de la voiture jusqu'à ce qu'on rentre. Tu te souviens, les 500 lins, les chanets, toutes les petites choses qu'on a faites. Pas de clope. Et pourtant, on était tous des fumeurs, tous des clopeurs. Pas une cigarette. Pourquoi ? Parce que on bosse. Déjà, quand tu vas à ton boulot, tu fumes pas. Donc là, c'est du boulot, on fume pas. Et en plus, c'est que nous, on a besoin de prendre des photos, de filmer, et la condensation et les fumées créées déjà par la bouche, voilà. Alors en plus, par les cigarettes, tu peux te faire des pareils de lit de malade. Ah oui, avec les fumées. Les gens s'en rappellent pas. Et oui, c'est ça. Je reçois des photos où tu vois clairement de la fumée de cigarette, mais les gens ils vont me dire non, je fumais pas à ce moment-là. Ouais. Ils ont oublié, ce qui est normal. C'est un geste commun. Donc, non, puis je sais pas, moi j'ai dit ça, c'est parce que on reste quand même des exemples pour des gens plus vieux, plus jeunes, de notre âge, peu importe, d'univers différents. À notre échelle ou à l'échelle d'un petit groupe, tu diffuses publiquement des vidéos. Et quelque part, tu as une communauté qui se crée, tu as des gens qui te suivent, c'est toujours les mêmes, tu leur sers d'exemple. Et moi je trouve honteux, vraiment, de s'allumer une clope en live et fumer comme un pompier comme ça. C'est un exemple, tu donnes l'exemple là. Et il y a des gens, que ça soit de nous on s'en est rendu compte à travers les événements, qu'il y a des gens qui idolâtrent un peu, qui ont l'image, donc ils essayent d'imiter, de se coiffer pareil, de s'habiller pareil, de faire les mêmes protocoles dans les enquêtes. Et je trouve vraiment, moi ça me choque de voir des gens cloper comme ça. C'est un peu comme si on avait connu ça dans les années 70 et les années 80 à la télé. C'est fini, et puis c'est pas sans raison. Enfin, moi ça me choque. C'est une petite parenthèse. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens, une partie de gens qui nous aiment pas beaucoup, c'est qu'on a souvent reçu des demandes d'invitation pour faire des enquêtes avec d'autres groupes, et puis les gens disaient ouais mais vous savez, nous, tranquille, on vient, barbecue, bière, rosée, puis après on part en enquête. Là je dis ce que Nico a dit, non, boulot. C'est du travail. On n'est pas là pour faire et ça veut pas dire. Mais beaucoup de gens ou de petits groupes pendant une époque, c'était à la cool. Et ça veut pas dire qu'on est pas drôle, on n'est pas sympathique. On a bossé ensemble. En plus, on en a fait une enquête. Tu fais ça après. Mais avant, après, mais pas au milieu. Fin de soirée. Ça dépend aussi qu'est-ce que tu veux faire comme enquête. Tu dis quel groupe en fait vous voulez être. Est-ce que c'est juste entre amis pour s'amuser, aller dans une ruine le week-end, ou si vraiment le but c'est de faire une démarche sérieuse et de faire vraiment une équipe pour faire avancer en fait cette recherche. Je vais pas me faire de copain, vraiment, mais moi là tu vois le mot qui ressort, enquête, et c'est dans ta question. Totalement. D'où des enquêtes. Est-ce que tu as vu une seule enquête dans les vidéos de fantômes sur le net? Une enquête, c'est pas des enquêtes qu'ils font, c'est de l'exploration, c'est une aventure. Et c'est pas une enquête policière. Si notre collègue qui est dans la police, il faisait des enquêtes comme on fait, alors, nous on essaye de se rapprocher au mieux d'une enquête. Avec très protocolaire. Voilà. Et puis très protocolaire même dans notre démarche, dans notre façon de faire, dans la soirée. Mais on n'est pas des enquêteurs. Alors quand je vois je vais faire une enquête ceci, je vais faire une enquête là-bas, mais c'est pas des enquêtes pour moi. On se trompe complètement de mots, quoi. C'est des aventures, c'est une expérience, c'est de l'expérimentation, mais pour moi c'est pas une enquête. Alors on s'en rapproche au plus pour essayer de valider au mieux nos résultats,
Mais je trouve que ce terme enquête, moi, il est devenu banal. Ouais. Je dirais que l'enquête, c'est recherche et l'investigation en un, mais avec un protocole militaire, de police. Nous, on ne l'a pas à ce point-là, donc c'est pour ça qu'on a séparé le recherche et l'investigation. Donc ça, c'est quand on a défini le nom RIP, au tout début dans l'association, quand on s'est posé les questions, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, On fait de la recherche, parce que c'est là, et on investigue sur ce qu'on a découvert dans notre recherche. Et sur quelle thématique ? Le paranormal. Effectivement, je crois qu'il y a une déformation de la langue française régulière. Je suis content que les gens fassent pas de problème, mais franchement, il faut qu'il y ait une sorte de protocole un peu plus établi et qu'il y ait moins de folie. Sur YouTube, c'est devenu un divertissement en fait. C'est devenu vraiment un divertissement. Sur YouTube, ça fait flipper. Ouais, c'est quand même devenu... Pas tous. Non, Pas tous. Non, Je dis bien pas tous. Je préfère dire en général. général. Non, puis quand je dis je veux pas me faire des copains, c'est simplement, faut bien choisir ses mots, je pense. Voilà. Et puis après, il y a un truc que j'ai envie de dire là d'un seul coup à cœur, parce que les gens peuvent se dire, mais putain, mais ils sont vieux jeux, ils sont vieux cons, ils donnent des leçons, mais nous, on a commencé le paranormal il y a 10 ans, c'était vierge, il n'y avait rien, et c'était un terrain où on était seul, et c'est pas qu'on se sentait bien, mais on était seul à travailler bien on se disait, il faut travailler comme ci, il faut le faire, et maintenant, ce bébé qu'on aimait, c'est devenu une foire au dindon. Chacun fait ce qu'il veut, c'est devenu des films d'horreur, les investigations de paranormal, la chasse aux fantômes, c'est devenu, on fait ce qu'on veut avec. Et c'est pas comme si on avait violé ce pourquoi il y a 10 ans, on s'est dit on va créer un truc sérieux pour que les gens se disent waouh, si on l'aborde de façon sérieusement, on va écouter. Non, en fait, les gens n'ont plus rien à faire, on fait ce qu'on veut, puis peu importe que ça décrédibilise ou pas le sujet. Donc ça, c'est un truc aussi qui me tient à cœur. Putain, depuis le temps qu'on est là, des fois je me dis mais non, mais c'est pas ce qu'on voulait à la base, on voulait pas que tout le monde fasse des trucs comme ça quoi. Anton, je serais pas aussi abrupt qu'Anton, mais pour une fois d'ailleurs, c'est vrai que je suis souvent abrupt. Mais je rejoins dans le message, c'est que malheureusement la société dans laquelle on va, elle est toujours dans le divertissement, l'instantanéité, la rapidité, le manque d'investissement. On veut que le fast-food. Voilà, ça et au final, ce que les gens ont retenu quelque part de RIP, je parle pas de... Il y a des gens qui sont vraiment très pointus, qui s'intéressent à ça déjà bien avant nous, parce qu'on n'est pas les précurseurs de ça. Je veux dire, en France, on a juste créé une sorte de dynamique, mais qui avait déjà quelque chose qui existait avant nous. Et la problématique, c'est qu'on a retenu 5 gugus, 6 gugus qui vont se balader dans des lieux réputés hantés, et on a retenu que ça. Il y a plusieurs mois en arrière, on m'a demandé, chez Nurea TV, Nico, il faut que tu nous expliques comment on fait une enquête de A à Z. Ça m'a pris la tête, parce que c'est compliqué. Antoine, il peut vous le dire, il a quand même écrit un sacré bouquin où il y a quand même une certaine part de pas comment, mais pas de comment on l'a fait, mais de comment on la vit. Donc on se donne les idées quand on a lu le livre. Là, moi, il a fallu que je dise comment on l'a fait. Ça met 12 heures de vidéo pour l'expliquer. Et je comprends que les gens, ils n'ont pas le temps d'écouter les 12 heures. Ils n'ont pas envie, ils ont juste de dire, moi, je veux juste faire ce qu'ils font. C'est la problématique. C'est qu'aujourd'hui, le paranormal doit sortir, si on veut qu'il évolue, de la case amusement, entertainment, divertissement, et le mettre dans la case dans laquelle il doit être, mais il n'y a même pas de débat, scientifique. Antoine m'a dit, c'est un sujet scientifique qui doit être traité par des scientifiques. Nous, notre métier, comme le vôtre et comme d'autres, c'est d'aller sur le terrain, prendre les informations et de dire, voilà messieurs les scientifiques. Mais pour faire venir ces scientifiques, il faut qu'il y ait un protocole global à tous ces enquêteurs. Les enquêteurs qui ne veulent pas jouer le jeu, globalement à mon sens, ne devraient jamais pouvoir avoir accès à nos recherches. C'est-à-dire qu'il devrait demain se créer un mouvement des enquêteurs de France. Non mais je suis sérieux. Tu sais que demain ils vont créer un mouvement des enquêteurs de France. C'est ça, non mais je suis sérieux. Moi, alors je l'appelle de mes vœux, parce que quand j'ai fait cette vidéo, c'était la volonté. C'était de donner les outils, de dire voilà comment on fait une enquête. Ce sont l'expérience de RIP. Maintenant, venez, vous, professionnels, militaires, on a un flic qui s'est embarqué dans notre équipe, de différents horizons, venez peaufiner ces protocoles, votons-les de façon démocratique entre différents groupes, gardons les points, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et là, on peut aller voir les scientifiques, les universités. Voilà, messieurs, vous nous avez pris pour des guignols, là, vous ne pouvez plus nous prendre pour des guignols. Et on va chercher des fonds, aux régions et X. C'est comme ça qu'on fait changer les choses. Mais après, on en revient toujours à la même problématique, c'est comment susciter l'intérêt du grand public sans divertissement et sans diffusion. C'est là où il ne faut pas cracher dans la soupe. YouTube et la télé nous ont aidés et aident les gens.
on est toujours dans cette Et problématique. puis, ça démocratise Et ça démocratise. sujet en France, Donc hein, voilà, il ne faut pas non plus, effectivement... Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas notre job non plus. Non, mais nous, quand tu disais, tu sais qu'il faut plus que ce soit dans le divertissement. Le problème, c'est que si on enlève... le sujet ne doit plus être dans le divertissement, mais la diffusion doit le rester pour susciter l'intérêt du grand public. Mais après, à nous ou à d'autres du milieu du divertissement de trouver... c'est compliqué. On voit bien, regarde bien, les émissions scientifiques, il y en a très peu en télévision. Il y en a quasiment plus. Voilà, il y en a quasiment plus maintenant. Et il y a une raison. Il y a une raison simple, c'est que ça n'intéresse pas forcément. Ou c'est trop complexe et les scientifiques ne se prêtent pas au jeu de la vulgarisation de la science. Est-ce que, à mon sens, le paranormal doit retourner dans une vraie case scientifique pour être étudié et finalement avancer? Moi, je le souhaite. Je le souhaiterais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on supprime les émissions de masse? Peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. On va être au chômage après. Non, parce que la réflexion, elle est simple. C'est que nous, notre job, c'était de faire découvrir la thématique. Mais il y a encore tant de choses à faire découvrir. Être explorateur est différent d'être un scientifique. Totalement. Notre job... Par contre, c'est appuyé par les scientifiques. Et c'est appuyé par les scientifiques. Notre job à nous, c'est de faire découvrir, pourquoi pas, d'autres thématiques dans le paranormal ou d'autres lieux. Parce qu'il y a quand même un travail très investi. Regardez les châteaux dans lesquels on est. C'est incroyable. Il y a ça, cette découverte aussi du très concret. Il n'y a pas que le paranormal. Non, je pense que nous, il y aura toujours quelque chose. Maintenant, avançons ensemble. C'est ça le truc. Avançons ensemble. On va pas vous prendre plus de temps parce qu'il est bien 21h. Non. Mais en tout cas, je vous remercie énormément. Ouais. Franchement, merci pour l'échange et on espère qu'il y aura beaucoup plus d'échanges comme ça entre les groupes. Parce que je pense que pour faire avancer cette cause-là aussi, le plus important, c'est aussi l'échange, le partage d'idées, le partage d'éléments et ainsi de suite. Donc, merci énormément du temps que vous nous avez Merci à toi, Marc. Merci à toi. Pour cette super interview. Merci beaucoup.